Yvon, bonjour Jenny. Bonjour à tous. Bonjour Yvon, bonjour Jenny. Bonjour Caroline, bonjour Jenny. On vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau webinaire dédié à la Smart Automation. On s'était parlé il y a quelques semaines de ça pour analyser un projet de Smart Automation dans le détail et évoquer les différentes étapes, les différents points clés à avoir en tête. Oui. Et aujourd'hui, en fait, on vous propose finalement d'analyser un cas pratique. Gianni, je vais peut-être te laisser te présenter. Oui. Bonjour, je m'appelle Gianni Bozio, je suis consultant développeur full stack et RPA chez Adjuvo. Yvon, je te laisse te présenter. Merci. Yvon Bayonne, senior manager chez Adjuvo, en charge de la BU digital et consulting. Alors, on va peut-être, Yvon, si tu veux, représenter Adjuvo. Bien sûr. Alors, nous, Adjuvo, on a un cabinet de conseil en performance et en efficacité opérationnelle. On est organisé en 3 BU. La première, c'est la BU staffing, dans laquelle on intervient sur des sujets de renfort on demand auprès de nos clients. Donc, on travaille avec des fonctions de support, finance, RH, achat. La deuxième BU, c'est la BU transition et outsourcing, dans laquelle on met en place des CSP, qu'on co-crée avec nos clients et qu'on opère également. Et enfin, la troisième BU, dont j'ai la responsabilité, c'est la BU digital et consulting, dans laquelle on adresse des sujets d'optimisation de process et d'automatisation également. On le fait de la manière suivante. En fait, on a une practice consulting avec des consultants qui sont experts en Lean Six Sigma et en optimisation de process. Et finalement, une autre partie de l'équipe qui est positionnée sur des sujets de tech. Tech. Tout à fait. Dont fait partie Jenny. En effet. Donc, on parle aujourd'hui Smart Automation. On va peut-être faire un rappel sur ce qu'est la Smart Automation pour ceux qui n'avaient pas pu assister au webinaire d'il y a quelques jours. Donc, qu'est-ce que la Smart Automation ? Alors, la Smart Automation, on le définit de la manière suivante, c'est l'automatisation intelligente. Finalement, pour nous, c'est la RPA à laquelle on viendra ajouter de l'intelligence, une couche d'intelligence, donc c'est l'IA. La RPA, c'est quoi? C'est la Robotic Process Automation, donc l'automatisation robotisée des processus. Et à cette techno-là, on vient y ajouter finalement des capacités d'IA générative pour répondre à des cas d'usage bien spécifiques. Finalement, on va utiliser ça quand on est confronté à des tâches à automatiser qui nécessitent de la réflexion, ou parfois quand il y a des données non structurées ou des arbres de décision un peu complexes avec finalement des cas qu'on ne peut pas coder avec la RPA, et du coup on s'en remet à l'IA pour justement nous aider dans ces cas de figure. Très clair. On va faire un bref rappel sur un peu les points clés à avoir en tête sur un projet de Smart Automation. On l'avait évoqué dans le détail la dernière fois. Il y a des points qui concernent les acteurs, des points qui concernent les phases et les délais d'implémentation de ces projets, et puis il y a des éléments qui concernent les outils. Sur les acteurs, comment est-ce que tu structures l'équipe qui va venir intervenir et qui doit tout mettre autour de la table d'un projet d'automatisation? Alors, quand il s'agit d'un projet de Smart Automation, du coup, en termes d'acteurs, nous, chez le client, ce qu'on recommande finalement et ce qu'on va préconiser, c'est qu'il y ait une équipe qui soit composée donc de l'IT et d'un process owner. Le process owner, finalement, c'est la personne qui connaît le process à automatiser. Il peut y avoir également un sponsor qui va finalement être le garant de l'atteinte et finalement de la réalisation du projet, et aussi de la réalisation des gains, des gains associés au projet. Donc ça, c'est pour la partie, on va dire, équipe côté client. Et ensuite, nous, côté Adjuvo, on va mettre en face une équipe dans laquelle il va y avoir un développeur. Donc ça, c'est le rôle que Gianni a au sein des équipes. Et il va y avoir également un business analyst qui, lui, va
faire toute la phase amont, donc d'audit du process et finalement de spécification avant les développements. Okay. Donc ça, c'est ce qu'on va retrouver en termes d'équipe, à la fois côté client et côté prestation, nous, du vous. D'accord. Sur les phases et les délais d'implémentation, on va en reparler parce qu'en fait, on va analyser ce projet que tu nous proposes aujourd'hui à travers les phases qu'on va évoquer. Quelles sont-elles, ces phases? Alors, en termes de phases, un projet de Smart Automation, nous, on le découpe en 4 étapes. La première, c'est la phase d'audit, dans laquelle on va regarder le process à automatiser. Alors, soit on automatise as is, ça veut dire tel que le process fonctionne, soit on peut être amené, le cas échéant, à finalement optimiser le process à cette étape-là. Donc ça, c'est le rôle des business analysts chez nous. Ensuite, on va avoir la phase de développement, dans laquelle on va finalement développer ce qu'on aura spécifié juste avant. Ensuite, vient la troisième phase de déploiement. Donc, on fait la phase de test. Ensuite, on va déployer le process automatisé. Et enfin, la dernière phase, c'est la phase de care, la phase de maintenance, où on va regarder que le process tourne bien, qu'on est aux attendus en termes d'objectifs. Et du coup, quand on passe sur ces quatre phases-là, c'est les phases qu'on déroule pour mettre en œuvre ce type de projet. Et on s'était dit, sur les délais d'implémentation, la dernière fois, on avait envisagé un process simple, et on avait envisagé un délai de déploiement entre 6 et 8 semaines. Oui, c'est ça, 6 et 8 semaines. Pour un projet à peu près simple. Sur les outils, la dernière fois, tu avais catégorisé les outils disponibles sur le marché en 3 grandes catégories avec un point spécifique sur les LLM. Oui. Alors, en fait, en termes d'écosystème, sur la Smart Automation, on va retrouver finalement les outils d'RPA. Donc, on les a finalement catégorisés en 3 groupes. Le premier, c'est les outils Enterprise, dans lesquels on va avoir UiPath, Power Automate, Automation Anywhere. Donc ça, c'est des solutions qui existent sur le marché. Ensuite, on va avoir une catégorie d'outils qu'on appelle les outils low-code, no-code. Et ces outils, comme le nom l'indique, c'est des outils qui sont quand même plébiscités par le métier parce que c'est des outils qui ne nécessitent pas de compétences tech particulières. Donc ça permet finalement de faire des pilotes, des POC, de faire de l'expérimentation. Ça permet aux directions métiers d'aller expérimenter des projets de Smart Automation assez facilement. Enfin, la dernière catégorie, c'est les outils open source. Et le plus connu d'entre eux, c'est Python. Mais il y en a d'autres. Et ensuite, il y a toute finalement une catégorie d'outils qu'on va retrouver dans cet écosystème. Comme tu l'as dit, ce sont les LLM. Donc, on va avoir le modèle ChatGPT. On peut avoir aussi Mistral, le modèle français, pour en citer quelques-uns, ou le modèle de Google Gemini. Dans ces 3 éléments-là, il y a des points d'attention à avoir, qu'on avait évoqués la dernière fois. Le premier d'entre eux, c'était le choix du processus que l'on voulait automatiser ou smart automatiser. Alors oui, en effet, donc le précédent webinaire, on s'était arrêté sur des points d'attention. C'est ce que nous on remonte finalement de notre expérience et comme étant des points sur lesquels il faut vraiment être vigilant pour faciliter finalement la mise en œuvre du projet. Donc le premier d'entre eux, c'est le fait de dire qu'il faut aller vers la simplicité, donc prendre un process et ne pas hésiter à le diviser en sous-process et du coup adresser les différents sous-process en autant de projets. Donc ça, c'est la première approche. Le second point, c'était d'intégrer l'IT très tôt dans la boucle, parce qu'un projet Smart Automation, c'est un projet SI. Du coup, l'IT a un rôle à jouer, ne serait-ce que parce qu'elle est garante de la sécurité, c'est elle qui gère les infrastructures techniques, et dans les projets Smart Automation, il y a des sujets d'accès. Donc bon, il faut avoir l'IT très tôt dans la boucle de ce type de projet. Et le troisième point, c'était un petit focus sur les coûts cachés. Oui, exactement. Mais on y reviendra un peu plus loin dans la présentation. Parce qu'on aura l'occasion d'en parler. Alors,
on va entrer dans le vif du sujet, puisque le cas pratique qu'on va analyser aujourd'hui, c'est un projet sur lequel tu as travaillé avec ton équipe, d'outils qui va permettre de qualifier les appels d'offres dans le cadre des marchés publics. Oui, on s'est dit là que la meilleure manière finalement de présenter et d'illustrer le propos du précédent webinaire, c'était d'avoir un cas pratique qu'on s'applique à nous-mêmes. Du coup, là, on a pris, comme tu l'as dit, une problématique que nous, on rencontre très fréquemment, qui est finalement le fait de qualifier nos appels d'offres, donc dans le cadre des marchés publics. Et donc là, on va le voir un peu en termes d'étapes dans la manière de procéder, mais donc on part de ce besoin qui est de finalement qualifier, scorer nos appels d'offres. Donc, dit autrement, c'est l'idée derrière, c'est de passer le moins de temps possible finalement à trier ces appels d'offres pour ne ressortir qu'une liste qui nous intéresse, d'appels d'offres sur lesquels on veut se positionner. Pour ça, pour finalement coller à ce qu'on a expliqué en termes de méthodologie de projet Smart Automation, on a choisi de vous décrire une étape une approche en 3 étapes. La première, c'est la phase d'audit. Ouais. Donc, on va là regarder le processus existant. Donc là, en l'occurrence, c'est la manière dont on traite et dont on finalement qualifie nos appels d'offres, dont on les source également. Ensuite, on va aller sur la phase de développement, où on va vraiment expliciter en termes techniques ce qu'on a mis en place pour répondre à nos besoins. Et la 3e étape, c'est l'étape de résultat, où finalement on va présenter les gains et le résultat tangible de ce qu'on récupère en sortie. Il y aurait potentiellement une 4e étape, c'est l'étape de CARE qu'on pourrait illustrer. S'il y a des questions, on pourra aussi en reparler un peu plus loin dans la présentation. Mais voilà, là, dans l'objectif qui était le nôtre d'illustrer finalement ce qu'est un projet Smart Automation, en passant sur ces 3 étapes, je pense qu'on va arriver à notre objectif. Ouais, tout à fait. Alors, donc, on va attaquer par la phase d'audit. Oui. Alors, sur cette phase d'audit, donc là, on va lancer une petite vidéo que tu as tournée finalement sur le site où sont publiés les appels d'offres des marchés publics. Alors, à ce moment-là, je vais la lancer. Est-ce que tu voulais... Non, vas-y, tu peux. Je vais juste commenter. Je te laisse lancer la vidéo. En fait, quand il s'agit d'audit, il y a deux manières de fonctionner. Soit on va regarder finalement la documentation existante à disposition, donc le processus formalisé, donc ça va être des procédures qu'on pourra regarder. On aura accès à ce matériel-là. Si on n'a pas accès à ça, on a accès aux sachants et on va regarder comment ils font. Et c'est ce que là, j'ai voulu illustrer avec la vidéo. Donc, ce que ça met en évidence, c'est comment nous, on va sur la plateforme des marchés publics, on va lister nos appels d'offres, comment on les regarde, ce sur quoi on s'arrête. Et ça, c'est l'input finalement pour le package de départ. Voilà, c'est ça. Donc, je lance le petit film. Je t'en prie. Donc là, on est sur la plateforme. Alors là, on est sur la plateforme des marchés publics de l'État. On va regarder, nous, on n'a pas de sujet géographique. On va s'attarder en termes de catégorie, on va s'attarder sur les services. D'accord. Et ensuite, on va aller chercher tous les appels d'offres qui correspondent à cette catégorie. On va regarder les libellés. Il y en a un certain nombre. De mémoire, je crois qu'il y en a à peu près 1076. Ouais, c'est ça. Ça, c'est les appels d'offres qui sont ouverts à l'instant où je tourne la vidéo. On va aller les regarder, on va regarder les libellés associés pour voir si, en première lecture, ça présente un intérêt pour nous ou pas. Le cas échéant, quand ça présente un intérêt, on va rentrer dans l'appel d'offres et on va regarder le règlement de consultation. Et puis ensuite, on peut aller plus loin en regardant le dossier de consultation complet. Donc là, on me voit regarder les différents appels d'offres. Ensuite, pour affiner ma recherche, je vais mettre des mots-clés. Donc, nous, ce qui va nous intéresser, ça va être l'audit, ça va être l'externalisation, ça va être le conseil. Donc, on a un certain nombre de mots-clés qu'on
qu'on va pouvoir utiliser pour aller récupérer des appels d'offres qui font du sens pour nous. Donc là, comme je disais, là, on Là, voit c'est les le dossier, pièces qui sont disponibles, le règlement de consultation, etc. Oui, tu retournes sur la page d'accueil. Là, Et je là, retourne tu sur la page d'accueil et là, je recherche par fais mots-clés la que recherche par t'expliquais. mots-clés. D'accord. Donc, tu Toujours sélectionnes. toujours sur la partie service. Et là, on va être sur un mot-clé. Donc là, en l'occurrence, c'est audit. Et on va rechercher tous les appels d'offres qui concernent ce mot-clé. Donc là, tu en as un peu moins à Là, visualiser. j'en ai 11 que je vais pouvoir regarder. Mais ça reste un travail où tu dois quand même retourner regarder la description, potentiellement retourner dans les pièces complémentaires pour t'assurer qu'on est effectivement encore dans le scope de ce qui serait ou pas intéressant. Tout à fait. Oui, le travail, c'est tout à fait ce que tu dis. Le travail consiste à aller regarder différents appels d'offres en fonction des mots-clés que j'ai pu entrer. Et en parallèle de ça, j'ai aussi du push mail. Donc, c'est ni plus ni moins que des recherches que je vais préenregistrer sur la plateforme. Et derrière, je vais recevoir des mails avec les différents appels d'offres qui peuvent m'intéresser. Donc, là, hop, on va repartager notre écran qui était ici. Voilà. Donc là, effectivement, on a fini cette phase d'audit puisqu'on a, comme tu l'expliques, clarifié les étapes du processus de collecte des infos. Oui. Et donc, on va rentrer dans la phase de développement. Oui. Est-ce que tu peux juste retourner enlever... ici. Non, rester sur cette slide-là, mais enlever juste ça. Merci. Donc, en effet, là, on est sur la deuxième étape. Comme tu l'as dit, on a récupéré le matériel qui consiste à expliciter comment on travaille, tout simplement. De ça, on va pouvoir en tirer certaines règles. On va le voir dans la présentation de l'architecture technique. Ces règles, elles sont embarquées dans un prompt qui décrit ce qu'on attend finalement de notre LLM. Avant de vous présenter en fait comment ça marche d'un point de vue technique, il faut juste que j'explicite nos choix. On a choisi de travailler avec Python parce que là on est sur du traitement de données et ça nous paraissait le bon outil pour réaliser ça. Et on a choisi comme IA générative Gemini parce que nous en interne full Google, donc on avait accès très facilement à cette solution. En termes de volumétrie, vous l'avez vu là dans la vidéo, on avait 1076 à date appel d'offres qui était encore ouvert. La volumétrie, elle est 400, on a à peu près 440 appels d'offres qui sont publiés tous les jours. Donc ça donne un ordre d'idée de la charge en termes d'appels d'offres potentiels à aller regarder. Je vais juste passer la main à Jenny qui va vous expliquer comment tout ça fonctionne. Donc, ce script, il va fonctionner en 3 étapes. La première, c'est d'aller récupérer les appels d'offres auprès de l'API du gouvernement. On va ensuite boucler sur ces appels d'offres. Donc, on va passer sur chacune d'entre elles et fournir les informations à Gemini avec un prompt en plus qui va donner un contexte et ce qu'on demande à l'IA de faire. Et une fois qu'on aura le retour de cette IA, donc là, dans ce cas-ci, ça va être une note pour voir si l'offre est dans le cadre de ce qu'on sait faire. On va ajouter ces appels d'offres à un tableau Excel. D'accord, ok. Alors, juste pour compléter ce que vient de présenter Jenny, alors l'API du gouvernement, là on est sur ce qu'on appelle le BOAMP, donc c'est le bulletin officiel des appels d'offres et des marchés publics. C'est une API qui est gratuite. D'accord. Donc, tout simplement parce que ça correspond à une directive européenne d'open data. Donc, nous, on peut avoir, tout un chacun peut avoir accès à ces données-là.
En revanche, de mémoire, il y a une limitation en termes de volumétrie. Gianni, je ne me souviens plus en termes de volumétrie, qu'est-ce qu'on peut récupérer en termes d'appel d'offres? Alors, pour chaque appel à l'API Boamp, on peut récupérer jusqu'à 100 appels d'offres. Mais pour contourner ça, on peut faire plusieurs appels pour en récupérer plus. D'accord. Okay. Est-ce que c'est payant, cet accès? Non. Non, c'est pas payant. C'est vraiment, comme je disais, l'open data, c'est des données qu'on peut récupérer gratuitement. D'accord. Ok. Et alors, on s'était dit la dernière fois sur l'intégration de Gemini, enfin des LLM, il y avait les fameux coûts cachés qui étaient associés. Ouais. Là, par rapport à ce modèle-là, cette phase de développement-là, dans le recours à Gemini, quel est le coût associé à ce... Alors, juste avant de répondre à ta question, je vais juste faire un retour sur ce qu'on fait quand Jenny... Ouais, tout à fait, sur le compte. Jenny expliquait qu'on va boucler en récupérant tous les appels d'offres et en les faisant traiter par Gemini. Nous, ce qu'on a fait en termes de prompt, c'est que on a finalement un prompt dans lequel on va expliquer à Gemini ce qu'on attend de lui. En entrée, on va lui donner finalement ce sur quoi nous on est positionné. Donc finalement, c'est un peu notre pitch. Ouais. Parce que nous, en termes de cabinet de conseil, les sujets sont les sujets qui nous intéressent. Donc on va lui donner de manière très précise ce qu'on attend de lui, ce qu'il faut qu'il regarde en termes de critères. Et enfin, on va lui dire ce qu'on attend en retour, en termes de résultats. D'accord. Là, en l'occurrence, c'était une note de 0 à 100. Je parle de ça, pourquoi? Parce que ça a un impact aussi sur la facturation. Et c'est pour revenir sur ta question. Oui. Les LLM, comment ils facturent? Ils s'appuient sur ce qu'ils appellent des tokens. Un token, c'est un nombre de caractères. Donc, ils facturent au million de tokens. La facturation, elle est déterminée finalement avec plusieurs inputs. Donc, on a à la fois ce qu'on va entrer en termes de prompt, ce qu'on va manipuler en termes finalement de matériel, donc de documents, et ce que le LLM va produire, lui, en termes de résultats. D'accord. Donc, tout ça, finalement, là, dans notre cas présent, on va lui demander une note de 0 à 100. Si on avait demandé finalement à Gemini de nous produire une synthèse de 500 000 mots, il y aurait eu un impact forcément sur le coût. Plus tu demandes, tout à fait. Plus le coût est important. C'est une facturation au token, au caractère, ce qui est produit. Ok. Donc ça, cette phase de développement, et comme tu disais, donc la restitution, ça se fait sous un format Excel, où on va avoir ce ranking qui finalement est le critère que vous avez effectivement demandé pour pouvoir se dire si oui ou non l'appel d'offres, ça vaut entre guillemets le coup de se pencher sur l'appel d'offres en question. Donc ça se livre de cette façon-là. C'est ça. Alors nous, ce qui nous intéresse finalement là, c'est d'avoir un scoring de nos appels d'offres. On va avoir une note générale au regard des critères qu'on va donner à Gemini. On va noter, finalement, la Smart Automation, en sortie, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va noter des appels d'offres qui ont un intérêt pour nous de 0 à 100. 100 étant l'appel d'offres idéal sur lequel il faut se positionner. On va les avoir dans la dernière colonne sur le tableau Excel. Tout ce qui va être noté entre 70 et 100, ce sera en vert. Ouais, d'accord. En dessous de 50, c'est en rouge. Finalement, entre 50 et 70, où ils vont être en orange. Et nous, on va regarder principalement, forcément, les appels d'offres qui sont en vert. On peut aussi éventuellement regarder ceux qui sont en orange. Et on sait que ceux qui sont en rouge, ils présentent que peu d'intérêt. Donc, on ne va pas les regarder. Et ensuite, on va, sur le données, ce qu'on a conservé, c'est le libellé de l'appel d'offres et le lien vers le dossier de consultation. Et comme ça, on a finalement tous nos appels d'offres qui sont finalement centralisés et scorés au même endroit. En termes de ROI, ce qui est intéressant, c'est que il y a deux aspects. Il y a un gain de temps. On économise 1 jour par semaine. Donc, c'est le temps passé finalement par une personne sur l'analyse de ces appels d'offres.
Donc ça, c'est ce qu'on récupère. Et aussi, autre chose qui est important, c'est l'exhaustivité. Avec ça, nous, on sait qu'on passe sur tous les appels d'offres du service, catégorie service, quand ce n'est pas forcément le cas auparavant. Oui. Avec tout de même, finalement, la limitation ou, à tout le moins, la chose qu'il faut regarder, c'est de se dire que il faut quand même toujours regarder nos appels d'offres en orange et tentant en rouge aussi pour s'assurer qu'on n'ait pas des faux positifs, des choses qui soient scorées avec des notes très basses quand ils présentent un intérêt pour nous. D'accord. Donc ça, finalement, c'est quelque chose qui rentre aussi dans ce qu'on disait en termes d'étapes un peu plus tôt dans la présentation sur la partie care. C'est typiquement quelque chose sur lequel il faut être vigilant. Oui, s'assurer que le prompt est toujours... alors, s'assurer que le prompt... Tout à fait. S'assurer de l'efficacité de son prompt dans le temps. D'accord. Oui, c'est la seule... Enfin, sur ce modèle-là, c'est la seule étape de care, entre guillemets, que tu vas avoir. Oui, parce que en termes d'évolution, maintenance, de sujet de maintenance, tout ce qui va être l'API du BORAMP, elle va très peu bouger. Elle ne va pas bouger. Notre programme, lui, en Python, il va, sauf à dire qu'on fait des évolutions, il ne va pas bouger. Ce qu'on va vraiment chercher à optimiser et mettre sous contrôle, ça va être le prompt. Et pour ça, il va falloir regarder, toujours être vigilant sur les résultats qu'on a faire sortis. Des échantillonnages que tu vas avoir tout à fait. Pour t'assurer que ça reste conforme. Moi, j'ai une question par rapport à cette phase de développement et puis, du coup, de fait, cette phase de collecte de data. En combien de temps cet outil-là a été développé? 4 jours hommes. 4 jours hommes, oui. Ok. Ce qui veut dire en termes de coût? Après, si je vous donne une fourchette entre 500 et 700 jours, enfin 700 euros, entre 500 et 700 euros hommes, euros jour, pardon, excusez-moi, ça vous donne une bonne fourchette d'un coût de mise en œuvre d'un projet comme celui-là. Ouais. Sur ce projet-là, on est sur un projet relativement simple, j'entends. Comme tu disais, Jenny, c'est que là, on livre un fichier Excel avec un ranking, mais on aurait pu envisager effectivement d'avoir des éléments un peu plus précis dans le fichier, voire même envisager un push mail pour orienter en fonction de... Oui, tout à fait. Alors, c'est ce qu'on se disait aussi dans le précédent webinar et aussi aujourd'hui en préambule. L'idée, c'est que un projet comme celui-là, c'est un projet qui peut être évolutif. Rien ne nous empêche finalement dans d'autres évolutions d'aller récupérer les dossiers de consultation, les regarder aussi, et comme tu le disais, aussi de les faire parvenir par mail aux personnes intéressées. Ça peut être des choses qu'on peut faire et qu'on peut mettre en place, oui. Ouais, l'essentiel étant à la base d'avoir une phase d'audit solide pour définir clairement le besoin. C'est-à-dire que j'entends que les évolutions qu'on va pouvoir apporter sur ce projet-là, elles ne vont dépendre que de la qualité de l'audit que tu auras fait à la base, l'expression des besoins, comme pour tous les projets de Smart Automation classiques. Oui, on a en effet, c'est vrai que la phase d'audit, elle est importante pour délivrer finalement les résultats. Là, dans l'exemple qu'on prend, on est... en fait, c'est conforme à ce qu'on en attendait de ce projet-là. Après, les évolutions, elles vont aussi venir finalement de l'usage qu'on fait de l'outil. D'accord, oui, tout à fait. Très concrètement, c'est à l'usage qu'on va aussi penser à des évolutions qui vont s'adapter en fonction des besoins qu'on peut implémenter derrière. Alors, on arrive effectivement à cette phase de conclusion, finalement, qui n'est qu'un départ, puisque comme on sait que finalement, ces projets-là sont très flexibles, sont très agiles, et donc tu vas pouvoir, en fonction des besoins identifiés, développer, ce qu'on disait un peu par un webinaire, différents étages de la fusée. Oui. Alors, ce qu'on peut se dire là, pour conclure, c'est que, comme on le voit ici, un projet Smart Automation, c'est un projet qui peut être simple.
C'est un projet qui est très concret et qui finalement délivre des vrais gains. Là, on l'a vu dans l'exemple, on est sur 1 jour par semaine. Ce qui est hyper conséquent. D'économie. Donc ça, c'est très concret. Après, comme tu le soulignais également, un projet Smart Automation, c'est quelque chose qui peut évoluer dans le temps, donc en termes d'amélioration, je veux dire. Donc, dans notre exemple là, on voit déjà des actes d'amélioration, on en a certains. Et c'est ce qu'on disait aussi dans notre approche. Nous, ce qu'on préconise, c'est vraiment d'avoir une approche qui soit agile. Donc, de rester sur finalement un process qui va être soit simple et finalement un process qui soit simple, de sorte qu'on puisse très vite aller sur l'implémentation. Oui. Et ensuite voir derrière à mener et à mettre en place des éventuelles évolutions comme on l'a présenté ici. Merci Bruno. Mais je t'en prie. Merci Diany. Alors c'est le moment des questions. Je pense qu'on n'en a pas. La question moi, que j'avais, c'était, là on utilise une API, donc ça veut dire qu'on passe par un système qui est assez classique dans le mode de fonctionnement d'aller chercher cette API pour pouvoir collecter des datas. Ça voudrait dire qu'on peut aussi, plus globalement, sur des bases de données existantes au sein d'une entreprise qui a des flux d'informations conséquents, de pouvoir mettre en place et qui abondent régulièrement ces flux d'informations, on pourrait aussi les mettre en place de la même façon. Oui, à la mesure où on a une API, on ferait la même chose avec un système, une base de données en interne, on ferait exactement la même chose. Et dans l'absence d'API, on pourrait aussi, là, on aurait pu fonctionner aussi avec des extractions, tout simplement, de données, des fichiers. Oui, complètement. Des fichiers avec des données CSV ou autres, on aurait pu fonctionner avec ça aussi. Ok. C'est très clair. On a 2 questions. Donc, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. Merci à tous. Merci. Yvon, Jenny, merci. Et puis, à bientôt pour d'autres webinaires experts. Adieu. Merci beaucoup.